J'essaye de donner une vision un petit peu plus globale de la Russie et du peuple russe. Bien sûr, ce qui est impossible de faire dans une vidéo, ça fait combien? Voilà, à peu près 20 minutes que je parle. Parce que tu vis à l'extérieur. Ceux qui vivent à l'intérieur, les Russes donc, n'ont plus aucun espoir, et ce depuis bien longtemps. C'est pour ça qu'on qualifie les Russes de fatalistes, mais sans comprendre du comment et du pourquoi. Depuis 22 ans que je suis en France, j'entends très souvent, ou j'ai entendu très souvent, la phrase que les Russes sont fatalistes. Au début, quand je suis arrivé dans les années 90, tout à la fin, j'avais vraiment du mal à comprendre ce que ça voulait dire. Pourquoi les Français considéraient que les Russes étaient fatalistes? Pourquoi les autres nations ne seraient pas plus fatalistes que les Russes? Pourquoi les Français ne seraient pas fatalistes? Pourquoi particulièrement les Russes sont fatalistes? C'est très difficile en fait quand on s'extirpe à peine de la Russie dans laquelle on est né, on a grandi, surtout qu'on a grandi pendant toute une période de merde à proprement parler, l'Union soviétique, ensuite les années 90, que je compare souvent avec la crise des années 30 aux États-Unis, comme d'ailleurs un peu partout dans le monde, mais simplement la crise des États-Unis était assez médiatisée, on va dire, dans le cinquième art, et on sait que c'était vraiment la misère. Donc en Russie, dans les années 90, c'était aussi la merde. Et moi, je suis parti, j'ai quitté la Russie en 98. Donc quand on s'extirpe de tout ça et quand on arrive dans un pays où tout va bien, où il y a des notions comme la gauche caviar par exemple, une notion que j'avais beaucoup de mal à expliquer à mes pères en Russie lorsque je revenais là-bas en vacances. Et en France, tout allait bien. J'ai même écrit quelque part dans un de mes articles que la différence entre moi, le représentant de l'ancienne génération des soviétiques, et mes pères ici en France, c'est que eux, ils sont nés avec une cuillère de yaourt dans la bouche. Le mot yaourt que personnellement j'ai découvert en arrivant en France à l'âge de 19 ans, presque 20 ans. Mais bon, je ne vais pas m'étaler beaucoup sur la préambule, je vais aller droit au but. Donc les Russes sont fatalistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, je peux citer un petit paragraphe comme ça que j'ai trouvé sur Internet. La patience et l'endurance des Russes, ancrées dans l'inconscient collectif par l'effet conjoint d'une religion qui prêche la soumission à la volonté de Dieu. Donc ici, bien sûr, on fait l'allusion à la religion orthodoxe. Alors moi-même n'étant pas le spécialiste des religions, même loin de là, je prends quand même le risque de dire une connerie. Et quand je vois ce genre de choses, que la religion qui prêche la soumission à la volonté de Dieu, j'aimerais bien qu'on me montre au moins une des religions chrétiennes qui ne prêche pas la soumission à la volonté de Dieu. Même par exemple si on prend les musulmans, d'après ce que je comprends avec mes extrêmement pauvres connaissances du Coran et de la religion musulmane en général, je pense qu'il y a aussi une notion de la soumission à la volonté de Dieu. Donc écrire ça précisément sur les orthodoxes, c'est pas que je me vexe, hein. Simplement je trouve que cette phrase-là est un peu en dehors des bornes, quoi, pour ainsi dire. Donc, je reprends. La patience et l'endurance des Russes, ancrées dans l'inconscient collectif par l'effet conjoint d'une religion, prêchent la soumission à la volonté de Dieu. Et d'une longue période d'esclavage qui ne s'est terminée qu'en 1861, c'est-à-dire il y a 160 ans, pour reprendre avec d'autres méthodes d'esclavage pendant la période communiste, ce qui est totalement vrai. Même si vous pouvez trouver sur votre chemin ceux qui vont essayer de vous expliquer que pendant la période communiste, il n'y avait pas d'esclavage et que c'était le régime le plus rose et le plus formidable que l'humanité ait pu connaître. Donc voilà une explication très succincte, c'est même pas une explication, c'est plutôt une espèce de métaphore où on essaie d'expliquer c'est quoi le fatalisme russe. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette petite vidéo, ce petit mot, puisque j'ai eu un échange très très court sur Facebook avec un Français qui a des racines russes, qui n'a pas vécu en Russie mais qui parle russe, dont la mère est russe, le père est français, et donc il ne connaît pas la Russie d'aujourd'hui. Essentiellement, on lui parle de l'Union soviétique dans sa famille.
Mais dans un commentaire à un de mes posts sur Facebook, il a écrit la chose suivante qui en fait a attiré mon attention, et la réponse que je lui ai faite, je me suis dit il faut que je la rende publique, il faut que je la relie en fait à cette notion de fatalisme de manière plus publique que ce pauvre commentaire, pour que ceux qui passeront par cette vidéo puissent faire le lien cohérent avec le fatalisme russe. Donc, cet internaute m'écrit: on sait bien qu'en Russie, rien n'est impossible. Je confirme. C'est pour ça que j'essaye de garder espoir malgré tout. Ça, c'était son commentaire. Ce à quoi je lui réponds: parce que tu vis à l'extérieur. Ceux qui vivent à l'intérieur, les Russes donc, n'ont plus aucun espoir, et ce depuis bien longtemps. C'est pour ça qu'on qualifie les Russes de fatalistes, mais sans comprendre du comment et du pourquoi. Et maintenant, pour illustrer en fait ce petit échange, je vais vous donner un exemple très simple, très court et très d'actualité. En Russie, on vient de voter la modification de la Constitution. Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir que les modifications de la Constitution ont été adoptées par le gouvernement de Poutine avant et pendant le Covid. Ça a été voté, ça a été adopté, et on a commencé même à vendre la nouvelle Constitution imprimée dans les magasins, avant que le vote public intervienne et que le peuple se prononce pour oui ou non. On est d'accord avec les modifications dans la nouvelle Constitution. À ma connaissance, les modifications sont à hauteur d'à peu près 200, donc ça qu'il y a à peu près 200 modifications dans la Constitution, dont une qui sous-entend l'annulation du délai présidentiel de M. Poutine, sachant qu'il est déjà au pouvoir depuis 20 ans, 2 fois président au début des années 2000, enfin pendant les années 2000, 2 fois Premier ministre, non, même pas, 1 fois Premier ministre, autant pour moi, et ensuite 2 fois président. Donc là, il est en train de courir son 2e mandat présidentiel après son retour en fait à la présidence, mais au total, ça représente déjà son 4e mandat. Et donc, cette nouvelle constitution, maintenant, prévoit que il pourra se représenter pour la 5e et pour la 6e fois, et ainsi aller jusqu'à 2000, je sais plus, je crois que c'est 36. Difficile d'imaginer dans un système, j'ai pas envie de dire dans un pays, mais dans un système vraiment démocratique. Personnellement, je considère que la démocratie n'existe absolument nulle part sur Terre, dans aucun pays, en tout cas la démocratie telle qu'on la dessine dans les dictionnaires et dans des encyclopédies. Mais en tout cas, dans un système démocratique, autant que faire se peut, très difficile d'imaginer qu'un président puisse revenir à la présidence 6 fois presque de suite. C'est l'équivalent des pays asiatiques comme, je sais pas moi, Ouzbékistan, Tadjikistan, ou par exemple des pays africains, ou la Biélorussie, où le président est au pouvoir maintenant, je pense qu'il est à vie, depuis déjà des années, pour pas dire des décennies, et bien sûr, il ne se dépêche pas de céder sa place à quelqu'un d'autre. Donc la Russie maintenant rentre à peu près dans la même ère, c'est-à-dire que Poutine va pouvoir revenir au pouvoir, c'est bien dit, pour la 5e et pour la 6e fois. Bien sûr, il y a déjà des analyses qui circulent sur Internet et qui sont, selon moi, très cohérents, dans le sens où Poutine ne compte pas réellement rester au pouvoir en Russie. Je pense que simplement il a besoin du temps pour préparer sa sortie, pour trouver peut-être son remplaçant, son successeur. Et probablement, il est parfaitement conscient qu'il ne pourra pas le faire avant 2024, c'est-à-dire c'est le délai légal dans le cadre duquel il était censé de rester président, et donc il va forcément déborder, l'hypothèse la plus probable, il va déborder au-delà de 2024 pour préparer sa succession. Mais encore une fois, dans un système démocratique, c'est quelque chose qui est profondément inacceptable. Premièrement, c'est quelqu'un qui est déjà depuis 20 ans au pouvoir, il en a encore pour 4 ans, et ensuite il en a encore pour 12 ans, puisqu'en Russie, la présidence est de 6 ans. Premier point. Deuxième point, difficile d'imaginer dans un système démocratique, encore une fois, le changement de constitution aussi facile, avec autant de changements, 200 corrections apportées, qui sont d'abord votées et adoptées par, on va dire, par le cercle très proche du président
Et surtout ensuite, et c'est là que c'est profondément ridicule, et c'est là que je viens vraiment au cœur du sujet, pourquoi les Russes sont fatalistes. Ce qui est profondément ridicule, voire rabaissant le peuple russe, c'est qu'on fait voter les Russes les changements dans une constitution qui est déjà en vente dans les librairies. Et donc imaginez bien que, par exemple, pendant l'époque soviétique, on faisait voter le peuple soviétique, là en l'occurrence ce n'était pas que le peuple russe, c'était le peuple soviétique avec les 14 républiques supplémentaires comme l'Ukraine, la Biélorussie, les pays baltes et tous les pays du Caucase. Donc on faisait voter tout le peuple soviétique, un seul et unique candidat. Par une espèce de comparaison comme ça, presque métaphorique, on peut dire qu'on n'est pas parti loin finalement, 30 ans après la chute de l'URSS, on n'est vraiment pas parti loin. Et maintenant, pourquoi le fatalisme? Puisque dans cette situation actuelle, n'importe quel Russe comprend pertinemment que cette situation, elle ne peut pas être modifiée. C'est-à-dire que le citoyen lambda russe n'a pas le pouvoir de faire changer quoi que ce soit dans cette situation. Il est en permanence obligé de se plier à la volonté de celui qui est au-dessus, qu'il soit Poutine ou qu'il soit un autre, peu importe. Mais le Russe ou les Russes sont en permanence obligés depuis presque la nuit des temps, ça a toujours été comme ça, même à l'époque tsariste, ensuite à l'époque soviétique, et malheureusement aujourd'hui, à l'époque démocratique, à l'époque d'économie de marché et de la circulation libre de marchandises et de citoyens, plus ou moins en tout cas, je parle de la Russie bien sûr. En Russie, on est quand même réduit à se plier entièrement à cette volonté ou à ce vouloir de celui qui est au-dessus. Ça a toujours été comme ça. Et à l'époque soviétique, on ne pouvait pas manifester. Les manifestations étaient tout simplement bannies et interdites. Celui qui essayait de dire quelque chose publiquement, il finissait très très mal. Le plus souvent dans les goulags. Bon, bien sûr, ça c'était, je parle avant les années 70, c'était vraiment très développé. Ensuite, ça s'est un peu adouci, mais on pouvait quand même se retrouver en tôle. Aujourd'hui en Russie, on peut faire des manifestations, mais tout est très encadré. C'est pas du tout la même chose que dans les pays occidentaux. Ou par exemple en France, où si je prends Paris, là-bas les manifestations sont hebdomadaires, pour ne pas dire quotidiennes. Toujours il y a quelqu'un qui manifeste contre quelque chose. En Russie, ce n'est pas vraiment le cas. C'est beaucoup plus compliqué. Et surtout, la majorité de gens comprend très bien que s'ils sortent dehors, s'ils participent à une manifestation, s'ils commencent vraiment à montrer qu'ils ne sont pas contents pour le pouvoir en place, ils risquent gros. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La majorité de gens, tout simplement, préfèrent ne pas sortir dehors. Il ne faut pas chercher le pouvoir en place, parce que si tu le cherches, tu le trouves très vite et très simplement. Et donc, les Russes, ce fatalisme, d'où il sort? Il sort du fait que les Russes savent que malheureusement, ils ne peuvent rien contre ce pouvoir qui est toujours, en tout cas très souvent, été dans l'histoire de la Russie hégémonique, totalitaire, à un degré différent, avec, on va dire, des expressions de totalitarisme et d'hégémonie différentes. Les Russes se sont résignés derrière l'idée qu'ils ne peuvent rien faire. Et surtout pour ceux, et c'est pour ça que j'ai écrit à cet internaute que toi, tu peux essayer de garder l'espoir pour le meilleur. Mais ceux qui sont, parce que toi, tu vis à l'extérieur, mais ceux qui sont à l'intérieur et qui n'ont pas la possibilité de quitter le pays, c'est-à-dire ils n'ont pas la possibilité de claquer les doigts, de prendre l'avion, je parle même pas forcément d'un jet privé, simplement de prendre l'avion, prendre toutes leurs clics et claques et se casser quelque part, je sais pas moi, en France, en Allemagne, aux States ou où ils veulent. Ils sont voués à rester en Russie pour toujours, puisqu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas, je parle des moyens financiers, et ils n'ont pas les moyens peut-être aussi, on va dire, organisationnels, logistiques, je ne sais même pas comment les appeler, mais quand vous ne parlez pas les langues, quand vous ne connaissez pas la vie à l'extérieur, et par-dessus tout, si vous n'avez pas les moyens, forcément, tout ce qui vous reste, c'est de rester sur place. Mais si vous restez sur place, vous êtes obligé, une décennie après l'autre, de subir ce qui vous est imposé d'en haut. Et quoi qu'on vous impose, de toute façon, quelque part, vous êtes voué aussi à fermer votre gueule. Et donc, c'est de là que vient ce fatalisme. On est obligé d'admettre, on est obligé d'accepter que rien ne changera une décennie après l'autre,
quel que soit le régime, qu'il soit capitaliste, communiste, tsariste ou que sais-je encore. Malheureusement, en Russie, très peu de choses changent là-dessus. L'absence de l'espoir dans l'âme russe, c'est-à-dire dans la tête de pratiquement chaque citoyen russe, que demain ça sera mieux, et c'est observable aujourd'hui absolument partout et à travers toutes les générations. Lorsque je parle aux jeunes de 20-25 ans, lorsque je parle par exemple à mes pères qui ont aujourd'hui 40 ans et au-delà, lorsque je parle à la génération de mes parents, absolument tout le monde, vous avez remarqué, je parle des 3 générations en âge adulte, tout le monde, sans exception, me disent qu'ils n'ont aucun espoir. C'est donc ça le fatalisme. Et c'est toujours un petit peu comique pour moi d'observer quand les Français commencent à dire que oui, les Russes sont fatalistes, sans vraiment comprendre de quoi ils parlent, pourquoi ce fatalisme est présent chez les Russes, quelles sont ses racines. Et le comble, c'est que ces racines peut-être remontent vraiment à l'époque tsariste, c'est-à-dire il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans, pourquoi pas. Ça peut reposer bien sûr sur la religion, ça peut reposer aussi sur le niveau de vie en général en Russie, sur la façon de gérer la politique, l'économie et les affaires sociales en Russie. Mais le truc, c'est que même sans parler de la Russie tsariste ou de la Russie communiste ou de l'Union soviétique, c'est-à-dire pendant pratiquement tout le XXe siècle, entre 1917 et 1991, l'année du putsch, encore aujourd'hui, 30 ans après le putsch, l'année prochaine on va fêter entre guillemets les 30 ans de putsch, ben malheureusement on se retrouve à peu près dans le même merdier, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit en fin de compte. Et voilà, il faut être conscient de ces paramètres-là, de ces détails-là, que le fatalisme russe, ce n'est pas simplement quelque chose comme ça, comme on dirait par exemple en parlant de l'Espagne, olé. Ce n'est pas quelque chose olé. C'est un truc qui est vraiment lourd. C'est un vrai passif chez le peuple russe. Et on le retrouve bien sûr dans la littérature classique russe. Et aujourd'hui, malheureusement, les Russes continuent à vivre exactement la même chose. Et donc je répète, en étant à l'extérieur, on peut espérer que la Russie un jour va devenir, que la Russie va se développer, que la Russie, peut-être qu'un jour elle le sera, peut-être qu'elle se développera. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite à mon pays, puisque je suis russe malgré tout, même si ça fait 22 ans que je vis en France. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment très visible à l'horizon. Je vais faire une précaution oratoire parce que j'entends déjà toute la critique de la bien-pensance, dissidence et ainsi de suite, qui vont commencer à m'insulter et à essayer de m'expliquer que je ne comprends absolument rien à la Russie. Alors, je me précipite tout de suite à les rassurer que je suis parfaitement conscient que beaucoup de changements ont eu en Russie depuis les années 90, notamment lorsque Poutine est arrivé au pouvoir après Yeltsin. Il a effectivement amélioré pas mal le niveau de vie. Il a effectivement fait pas mal de choses pour les Russes. Mais le problème, c'est que il a fait ça pendant ses 2 premiers délais présidentiels. Ce qui s'est passé ensuite, ensuite, il y a eu tout un tas de choses dans le monde. Il y a eu des crises financières, justement en 2008, pour ne pas dire structurelles. Il y a eu la guerre en Ukraine. Il y a eu pas mal de choses, ça sert à rien que je refasse toute l'histoire. Ce que je veux dire, c'est que la première décennie de l'ère Poutine était plutôt à succès. Et c'est pour ça que les Russes adoraient Poutine au début. Mais ce que a commencé à se produire pendant la deuxième décennie de l'ère Poutine, les choses ont commencé à se gâter. Et c'est de pire en pire, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et donc aujourd'hui, malgré tout ce que par exemple les Français que j'ai récemment interviewés, vous pouvez regarder les interviews ici, qui peuvent vous dire que pratiquement tout le monde en Russie soutient Poutine. Les gars, les Français que j'ai interviewés, j'ai rien contre vous, mais ce n'est pas le cas. Il y a énormément de Russes et ils sont plus de la moitié aujourd'hui qui sont anti-Poutine, qui sont contre le régime actuel, qui veulent le changement du président, qui veulent le changement dans le pays, qui veulent des changements sociaux qui sont quasi inexistant en Russie parce que les pauvres aides qui sont votées par le gouvernement Poutine pour le peuple, c'est tellement misérable, c'est tellement minuscule que c'est même ridicule d'en parler, le capital maternel, enfin toutes ces choses-là. Voilà. On augmente aussi l'âge de la retraite, etc., etc. Donc en fait, on calque la politique russe sur la politique des pays occidentaux. Seulement le problème, c'est que la Russie ainsi que son économie ne sont absolument pas
au même niveau du développement que les pays occidentaux. Donc calquer toutes les politiques sur l'Occident, c'est pour le moins puéril. Surtout lorsqu'on connaît les réalités du peuple russe et du pays lui-même, qui est, encore une fois, je le répète, est étalé sur 11 fuseaux horaires. Donc, vous imaginez bien que la gestion de ce genre de mastodonte, et avec le peuple si je me trompe pas, en tout en Russie, il y a environ 150 langues, 150 dialectes, quelque chose comme ça. Donc vous imaginez bien que gouverner un peuple pareil, dans un pays pareil, c'est tout sauf une chose facile et c'est quelque chose qui ne peut pas être calqué par un principe de copier-coller sur les politiques occidentales. De manière tout à fait logique, n'importe qui peut me rétorquer à tout ce que je viens de dire, que regarde par exemple les gilets jaunes en France. Ce sont les gens qui n'ont pas de pouvoir d'achat, qui ne savent pas comment finir le mois, qui sont dans une situation financière et sociale très difficile. C'est d'ailleurs pour ça que ils sont tous sortis dehors. Même si il y a eu tous les problèmes avec la police, la mauvaise gestion par l'État, etc., etc. Ce n'est pas mon sujet, ce n'est pas le débat de cette vidéo. Mais on peut aussi me rétorquer en disant que ces gilets jaunes, ils ont de la même manière aucune possibilité de pouvoir partir, plaquer tout en France et partir ailleurs. De la même manière que les Russes. C'est complètement vrai. Par contre, il y a une petite nuance qui est non négligeable du tout. Les gilets jaunes, en tout cas ceux qui vraiment représentent les gilets jaunes en France, ils ne vivent pas du tout dans le même niveau d'infrastructure en France qu'en Russie. En France, c'est beaucoup plus développé. Ils ne vivent pas du tout dans les mêmes services sociaux qui sont, je dirais, en Russie, pratiquement pas développés. Et même si la vie est dure pour ces gilets jaunes en France, ce que je sais pertinemment bien, ils ne sont quand même pas au même niveau de désespoir que les Russes. Déjà, elles ont la possibilité de sortir dehors et de dire qu'ils ne sont pas contents. Alors, ils sont peut-être peu écoutés, ils sont dénigrés par leur État, par leurs ministres, etc. Tout ça est vrai, mais ils peuvent s'exprimer. En Russie, les gens ne prennent même pas le risque de sortir. Et c'est pas la peine d'essayer de m'expliquer que culturellement, simplement, les Russes ne sont pas habitués de manifester, bien sûr que si. Ils voudraient bien le faire. Simplement, il y en a très très peu qui prennent le risque de le faire. Parce qu'ils savent ce qui potentiellement peut les attendre s'ils le font. Donc, disons que les gilets jaunes russes, ce qui est une métaphore, et les gilets jaunes français, il y a quand même un petit écart. Il y a énormément de points communs, certes, il y a énormément de points communs et c'est précisément pour ça que j'ai voulu faire ce petit supplément à la vidéo, pour quand même mentionner cet aspect-là qui est non négligeable, soit, mais il faut comprendre que globalement le niveau de vie en Russie, je parle vraiment de manière globale, les services sociaux, l'infrastructure, toute l'organisation sociale, la protection par exemple juridique du citoyen lambda en Russie n'existe tout simplement pas. Puisque la corruption, elle fait le bloc commun avec le gouvernement, avec tout. Et malheureusement, si vous essayez, par exemple, de porter plainte contre quelqu'un qui a ne serait-ce qu'un peu plus d'argent que vous n'avez aucune chance d'avoir une justice cohérente et une justice, je veux dire, dans le sens propre du terme. Donc, on peut en parler, en fait, on peut développer ce sujet à l'infini. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement délicat et compliqué, surtout pour des formats courts comme celui-ci. Mais j'insiste quand même sur le fait que, globalement, la vie, même pour les gilets jaunes, la vie en France est quand même plus souple, plus clémente, plus viable, plus douce que pour l'équivalent de ces gilets jaunes en Russie. Voilà, c'est le petit astérisque que je voulais rajouter à mon récit de tout à l'heure. Pour ceux qui sont intéressés par l'âme russe, par le fonctionnement de la mentalité russe, vous retrouverez pas mal d'explications dans mon livre publié en 2019, La psychologie des nouveaux riches, qui ne parle pas que de la Russie, que de la mentalité russe, mais en tout cas, il y a pas mal d'explications là-dedans. Donc si vous êtes intéressé, vous savez ce qu'il vous reste à faire.